Alexis Roussel, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Crypto. Bonjour. Un plaisir de te recevoir. Mais moi aussi. On va parler de deux sujets, pas trois ni un, mais deux. D'abord, NIM France, à savoir la première société faite en France sans banque. Full crypto, full Bitcoin. On va voir jusqu'où on tient. Voilà, donc on va en parler parce qu'on a toujours dit « Ouais, mais c'est pas possible de faire une société en France sans banque, et gna 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 gna. » Et toi, tu me dis « Bah si, je viens de le faire la semaine dernière. » Donc on va en parler. Et le deuxième sujet, on va discuter d'une vidéo qu'on a publiée sur Grand Angle Crypto avec Guillaume sur l'attaque 51%, ce qu'on appelle le Bitcoin Schwab ou le Bitcoin G7, où globalement Bitcoin passe sous emprise internationale parce qu'ils ont plus de 51% du hash rate et que du coup voilà, on va voir un peu ce que ça pourrait donner, un Bitcoin institutionnalisé, domestiqué. Il y avait Bitcoin le loup, et qu'est-ce que ça donnerait si Bitcoin devenait le meilleur ami de l'homme? Voilà. Donc on va faire de la politique fiction. Exactement, de l'économico-politique fiction bitcoinesque. Cool. Alors, commençons par NIM France. Raconte-nous un peu, déjà vite fait, ce qu'est resitue NIM un peu pour que les gens ils disent c'est quoi NIM? Encore un shitcoin? On va essayer de ne pas en faire un. NIM, c'est une société qui fait une infrastructure de protection de la vie privée, donc qui crée un mixnet. Et donc ce mixnet, c'est un réseau d'ordinateurs dans lequel tu vas envoyer ta communication à travers ce réseau-là, et ta communication devient inobservable par la CIA, le FBI, les mafieux du coin, votre tante, le hacker. et puis le fisc du coin peut-être aussi. Voilà. Et à quoi ça sert, ça, justement, de faire un réseau anonymisé, en fait? En fait, ce réseau anonymisé, c'est la seule manière d'atteindre vraiment un niveau de privacité. C'est-à-dire quand on parle aujourd'hui de protéger sa vie privée, et pour protéger sa vie privée, on ne peut pas le construire sur un réseau qui est transparent. C'est-à-dire on peut pas créer de la protection de la vie privée sur Internet comme ça. Il faut créer une sorte de nuage ou de mer d'anonymat dans lequel on va envoyer notre communication à travers ça. Donc ça, c'est ce que fait NIM. Ça fonctionne. On a créé la société en Suisse. On a aussi toute une token economics justement pour que ce réseau d'ordinateurs qui fonctionne pour fournir ce service de protection de la vie privée en fait fonctionne avec un token et une économie. Et avec ce token-là qui est un utility token, on va pouvoir acheter l'accès à ce réseau-là. On a créé une structure en Suisse, parce qu'aujourd'hui, la Suisse, c'est un des meilleurs endroits en termes pour construire des projets dans le monde de la crypto. Il y a tout en place, donc c'est assez bien. Notre équipe, elle est internationale, et donc on s'adapte au fur et à mesure de notre stratégie. Et donc, on a décidé, il y a quelques temps, de créer une structure en France. Alors justement, juste pour finir sur NIM, pourquoi je faisais la blague sur le shitcoin? Parce qu'il y a beaucoup dans l'audience de Grand Angle Crypto qui nous disent tout ce qui n'est pas Bitcoin est un shitcoin. Et Alexis, tu fais partie de ces gens, des bitcoiners, qui ont une aura et une crédibilité en tant que bitcoiner qui n'est, en tout cas à mon sens, qui n'est pas attaquable. Voilà. Donc, gentil, et du coup, quand on me dit ah mais il y a quoi à part Bitcoin qui est pas un shitcoin, bah souvent je dis NIM. Parce que le NIM token, en fait, faut le voir comme de l'essence, en gros, et on prend du NIM, on l'achète pour utiliser le réseau. Exactement. Il paye le service, en fait, il paye les machines, et du coup, voilà, ça permet c'est un utility token. Voilà. Et c'est un très bon use case pour dire, il y a pas que Bitcoin, il y a d'autres choses aussi. Ouais, moi je fais énormément la distinction entre Bitcoin et le reste. Je me considère comme un maximaliste dans le sens où je pense que Bitcoin a des caractéristiques qu'aucun autre système est capable de remplacer. On ne peut pas remplacer Bitcoin, mais en même temps, tout ce qu'on va construire Bitcoin, c'est une infrastructure. Une infrastructure pas juste technique, mais aussi intellectuelle, sur lequel on va construire en fait d'autres choses. Et c'est Bitcoin qui a ouvert la possibilité de concrétiser en fait d'autres manières d'échanger de la valeur. Ou de représenter tout ce que toutes nos dettes ou toutes nos interactions, on va les représenter de manière différente qu'avant. Avant, il fallait du papier, il fallait écrire des contrats, il fallait faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on peut représenter ça sous une
plateforme qui est standardisée, qui est la tokenisation de manière générale. Et si c'est bien fait, parce qu'on espère que beaucoup de projets arriveront à faire avec le terme. Mais en fait, il y a même une interaction positive entre Bitcoin et ces autres projets-là, parce qu'en fait, Bitcoin est le socle de valeur. Hein, et je crois que toi, t'en parles entre la monnaie de confiance et les monnaies dettes. Et ça, on verra dans la deuxième partie. Et voilà, et en fait, on est là. C'est-à-dire que voilà, Bitcoin est la monnaie confiance. NIM est une manière de représenter le travail de ces ordinateurs qui faut rendre ce service de protection de la vie privée. Et ensuite, on va acheter, on préachète finalement ce service. Et puis ce service, finalement, le marché va lui donner un prix et qu'on espère à terme être en Bitcoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce prix est en dollars principalement, mais on a déjà fait on a déjà les travaux, on a déjà des paires Bitcoin vers NIM. Et donc aujourd'hui, quand tu vas sur le wallet, tu peux acheter des NIM en Bitcoin. Et en fait, c'est idéalement tous les ordinateurs, tous les systèmes. On n'est pas les seuls aussi à mettre en place des ressources informatiques en commun, et que ces ressources informatiques en commun, il y a un jeton qui permet de gérer cette économie-là et en fait, ce jeton représente l'accès, l'usage de cette machine en commun. Le prix sera à terme en Bitcoin parce que l'électricité aussi sera payée en Bitcoin. Voilà, donc, Et pour ceux qui seraient tentés d'aller voir la courbe du NIM token, sachez que le prix du NIM, moi ce que je comprends, c'est qu'on s'en fiche parce que le NIM, c'est pas fait pour être hodlé et pour voir s'apprécier dans le temps, c'est fait pour être dépensé. Donc vous avez besoin de je sais pas combien de mégas, de gigas de bande passante sur le réseau NIM, bah vous achetez votre NIM. Et après, vous le dépensez sur le réseau. Mais voilà. C'est pas comme Bitcoin. Le but, c'est pas de conserver de la valeur sur 50 ans, quoi. Non, et donc, c'est pour ça en fait, le prix du NIM, on s'en fout. Voilà. Après, il y a aussi... le prix du NIM est important pour ceux qui participent à l'écosystème activement, qui sont soit délégateurs, soit fournissent de l'infrastructure. Pour eux, il y a des investissements qui sont faits. Ils doivent toujours calculer donc, que ça leur rapporte, finalement, parce qu'il faut qu'il y ait une économie saine. Hein. Mais c'est aussi, en fait, la force, c'est-à-dire que le principe du mixnet de NIM, c'est que le mixnet doit adapter sa bande passante en fonction de la demande, parce qu'on ne peut pas avoir un énorme réseau et peu de demandes, parce qu'à ce moment-là, ce réseau n'est pas capable d'assurer l'anonymat. Donc en fait, on a un mécanisme économique et technique qui fait que lorsque la demande diminue, la taille du réseau diminue aussi, et donc le nombre d'acteurs qui sont nécessaires, il y en a qui se font éjecter du système en disant non, mais là, t'es pas suffisamment bon par rapport à ceux qui restent. Et donc le prix du token va aussi évoluer avec cette dynamique-là. Donc ça, on attend de voir comment ça va vraiment se concrétiser. Et c'est pour ça que ça marche pas avec Bitcoin, ça marche avec du NIM parce qu'il y avait un besoin spécifique. Exactement, il y a des besoins spécifiques aussi. Ouais. On plante pas des clous avec une clé à molette. Voilà, non. Voilà ce que fait NIM. Voilà. Et du coup, tu me disais, bah moi j'ai des salariés en France, enfin des prestataires qui sont en France et tout, et du coup on va ouvrir NIM France. Ouais, du coup en fait on a deux axes. D'abord, on a des gens en France avec qui on travaille, ou des gens en Europe aussi, de manière générale. Et puis, la Suisse, c'est un pays extrêmement pratique et libéral en termes d'emploi et de recrutement. C'est très, très facile, mais quand il faut venir en France, c'est un peu plus compliqué. Donc on s'est dit, non, finalement, on est arrivé à un stade où on a besoin d'une structure en France pour accueillir les gens qui travaillent en France et puis dans certains pays européens. Ça, c'est la première chose, tout simplement. Et puis, deuxième chose aussi, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. La Suisse n'est pas entièrement dans les programmes de recherche. Hein. Il y a pas mal de débats. Donc, NIM est aussi une équipe qui est issue de la recherche. De l'université de KU Leuven, on a aussi des gens qui étaient à Édimbourg. Donc on est très lié, l'équipe de recherche est très liée encore à ces universités-là, et on veut participer à des projets de recherche, et beaucoup de projets dans la cryptographie aujourd'hui sont poussés, et dans la protection de la vie privée sont poussés par l'Union européenne. Donc on veut pouvoir aussi contribuer à ces projets-là, et donc la structure française était nécessaire pour cela. Voilà. Et ce qui est marrant, comme tu es avocat, tu t'es dit, je vais quand même pas ouvrir une boîte, je vais quand même pas ouvrir un compte en banque, j'en suis pas à ce point. Non, alors il y a différents trucs. C'est vrai que j'aime bien pousser la logique, j'aime bien faire des choses
quand les gens me disent c'est pas possible, je dis bon, je vais aller gratter parce que quand t'as un décalage entre la réalité, ce que les gens veulent, et puis les règles perçues, j'aime bien aller casser un petit peu ça. Et je suis juriste, effectivement. J'ai jamais été avocat. Je suis pas avocat dans le sens français du terme. J'ai pas le barreau. J'ai pas passé le barreau. Mais ce que j'aime bien, ce que j'ai compris de mes études de droit, et ce que peu de juristes comprennent eux-mêmes, c'est qu'en fait, le droit, c'est une dynamique. Et en fait, le droit vise à cristalliser des règles sociales pour finalement qu'elles soient plus facilement, qu'on puisse mieux les appliquer, tout simplement, qu'on n'est pas obligé de les réinventer à chaque fois qu'il y a un problème. Donc, on va les écrire. Mais en fait, ces règles, elles évoluent avec le temps. C'est pas quelque chose de figé. Et le droit ne doit pas être figé. C'est très important. Et il doit toujours s'adapter à la réalité sociale. Alors, bien sûr, il vient cristalliser. Donc, une fois qu'on a un système juridique, et aujourd'hui, c'est un petit peu le cas, qui a tendance à trop s'étendre dans la vie quotidienne, ça vient figer certains comportements. Mais en réalité, on peut... aucun juriste n'a d'argument contre une norme sociale qui a évolué et un droit qui reste bloqué. Voilà. Et donc, moi, j'aime bien attaquer à cet endroit-là. Et donc, en Suisse, c'est aussi un petit peu ce qui s'est passé avec l'arrivée des cryptos, c'est qu'en fait, on a une norme sociale qui est en train d'évoluer parce que les gens utilisent un nouvel outil avec des nouvelles interactions et où effectivement, tu es maître de tes clés, tu retrouves la maîtrise des transactions, alors que le droit commençait à nous envoyer dans un domaine où en fait, c'est normal que les gens aient pas la maîtrise sur leur compte bancaire ou sur leurs finances. Hein. C'est les banques qui gèrent tout. Donc, forcément, les problèmes que tu as quand ce sont les banques qui gèrent les finances sont pas les mêmes que quand chacun gère ses finances soi-même. Donc, on développe un droit qui est pour les banques. Hein. Et là, d'un coup, on se retrouve à devoir réappliquer du droit basique, c'est-à-dire de relations entre des gens ou entre une personne et une institution, basées sur le fait que moi j'ai mon argent, je suis maître de cet argent-là, je veux discuter avec toi ou échanger avec toi et c'est pas la banque, c'est pas le droit bancaire qui va s'appliquer, ça va être le pur droit commercial, ça va être le pur droit administratif. On supprime l'intermédiaire. On supprime un gros intermédiaire. Qui ne sert à rien. Voilà. Et donc en fait en Suisse on avait déjà eu cette expérience de dire on crée des sociétés avec un apport en nature, en crypto, et puis finalement, il y a suffisamment de services financiers en Suisse aujourd'hui dans le domaine de la crypto pour que une entreprise qui se donne un petit peu les moyens et fasse l'effort, parce que c'est encore quand même un peu compliqué. Il y a du boulot, faut suivre derrière pour pouvoir pour aller jusqu'au bout. Mais en gros, tu peux créer ta société sans compte bancaire et tu peux vivre sans compte bancaire en Suisse. Tu l'as vu passer? Ouais, j'ai vu passer. Parce que j'ai fait une étude en Suisse sur... Parce que en fait, j'étais dans des discussions avec des banquiers suisses et puis je leur disais, non mais les gars, vous voyez pas ce qui se passe. Il y a un mouvement qui est fort sur la création d'entreprises en crypto. Donc, puis le mec, il me dit, non, t'as pas raison. Non, tu vis pas dans la réalité. Enfin, il me dit ça. Puis j'en avais marre. Encore un beatnik. Encore un beatnik, exactement. Là. Et puis, alors j'en ai eu marre. Et puis je me suis dit, je vais faire l'étude moi-même, quoi, si personne fait l'étude. Parce qu'en fait, souvent, quand des gens dans le monde de la finance traditionnelle te disent, non, mais ce que vous dites, ça n'existe pas, alors que toi, tu le vis et tu l'observes toi-même, c'est qu'ils n'ont pas les outils de mesure. Ils voient pas, comme les transactions USDC, USDT ne passent pas à travers le réseau bancaire, ils n'arrivent pas à avoir l'adoption hallucinante qui est en train de se passer dans des pays comme la Turquie, par exemple. Et en même temps, et là, pareil, en Suisse, il y avait ce phénomène-là que moi, je voyais se passer et je me dis, je vais le quantifier. Alors, j'ai pris le registre du commerce, enfin, la feuille officielle de Suisse où il y a un moteur de recherche qui est pas terrible, mais en tout cas j'ai pu aller chercher et j'ai nettoyé, j'ai passé des heures et des heures à faire un vrai canton par canton, parce que non, alors oui, heureusement c'est la feuille fédérale, donc c'est publié dans la feuille fédérale, donc c'est pas par canton, heureusement. Mais tu vois les statistiques par canton et en gros ce qui se passe c'est que depuis 4 ans, parce que j'ai pas regardé, je sais que on fait ça depuis 6 ans, 7 ans, mais depuis 4 ans, il y a vraiment une accélération. En 2019, 2020, c'est surtout des entreprises créées en Bitcoin et en Ether.
Et là, ça continue à monter avec un drop en 2022. Mais en 2021 et 2022, tu as une explosion des entreprises créées en USDC et USDT. Et donc, on est au total à peu près 300 entreprises qui ont été créées depuis le début. Alors évidemment, 300 entreprises sur les 50 000 qu'on crée par an, c'est pas grand-chose, mais tu as un trend. Et le trend montre aussi l'adoption de l'USDT, l'USDC. Et il montre que, en fait, les gens, dans les entrepreneurs, de plus en plus ont des USDT ou des stablecoins ou ont des cryptos. Et donc, quand tu veux vite créer une entreprise... Parce que les entrepreneurs, c'est ça, hein, vous le connaissez, vous savez bien, le moment de création d'entreprise, c'est quand même assez tendu. Et puis surtout, s'il y a d'autres investisseurs qui viennent, il y a un commitment, tu vois, et les gens disent ouais, je mets 50 000 balles, je mets ceci, je mets ça. Il faut aller vite. Et puis quand tu vas à la banque et que tu ouvres le compte de consignation, ça prend une blinde de temps avant de faire le KYC, de l'acceptation du dossier par la banque, faire les transferts et tout ça. Donc là, il y a vraiment une course de la création d'entreprise. Et là, les gens, ils trouvent leur compte. Et donc, par contre, c'est un phénomène très focus sur Zug. On a vu que finalement, la plupart sont à Zug. Mais je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a... Donc, Zug, c'est un canton suisse. Hein. Zug, c'est un canton suisse, voilà. C'est là la fameuse crypto-vallée. Mais parce qu'il y a des fiduciaires qui finalement se sont dit que c'était un très bon outil, c'était très facile. Donc, je pense qu'ils proposent ça à leurs clients maintenant. Et au fur et à mesure, les fiduciaires... À mon avis, ça va devenir la manière normale d'ouvrir sa boîte dans un futur proche parce que c'est tellement plus rapide et plus facile. Et ça supprime toutes les démarches bancaires. Quand on ouvre un wallet, on met l'USDC dessus et puis hop, voilà. on a... Alors, ça c'est remplacé par un expert comptable qui doit venir définir que la valeur et que le contrôle sur le wallet est bien fait. Et c'est OK. Mais cet expert comptable-là, lui, il doit suivre les règles de l'expert comptable. Il ne suit pas les règles de la banque, d'accord ? Et en fait, la banque, pourquoi est-ce qu'au moment de la création de l'entreprise, ça pose autant de problèmes ? C'est qu'elle doit appliquer des règles qui ont été faites pour autre chose, en fait. C'est-à-dire qu'elle a créé il y a une telle grosse machine d'AML et d'anti-blanchiment et de procédures et de trucs. Terrorisme et autres, qu'au moment où tu viens créer une structure, ça crée cette procédure bancaire est complètement décalée par rapport à la réalité. Parce que là, c'est des sommes généralement qui ne sont pas très, très grandes. Hein, c'est généralement 50 000 ou 100 000 francs ou euros, l'équivalent. Et puis, c'est des gens qu'on connaît. Parce que c'est des entrepreneurs qui doivent venir se déplacer pour aller au registre du commerce. Et voilà, c'est assez facile de mettre en place les contrôles traditionnels. Et donc, on gagne du temps et on gagne, en fait, finalement, on retrouve la maîtrise, l'entrepreneur retrouve la maîtrise sur sa création d'entreprise. Et je pense que ça, c'est assez intéressant. Donc, quand évidemment, moi, je fais partie du Cercle du Coin, on se retrouvera... Il y a l'Assemblée Générale du Cercle du Coin bientôt. Et je discute beaucoup avec mes amis en France. Et puis, je suis un peu les péripéties de tout le monde qui ont des problèmes avec leur banque, qui ont des problèmes avec leur compte bancaire, qui ont des problèmes avec la création d'entreprise. Et en gros, moi, vu de l'extérieur, à part si on est une entreprise industrielle à faire du hardware, je vois pas trop. Ou alors si on est vraiment une société de service qui fait du timestamping sur Bitcoin. Et encore, en gros, c'est les seuls cas où on n'a pas vraiment de problème pour gérer de la crypto, quoi. Pour faire du travail sur de la crypto. Mais dès qu'on touche physiquement à la crypto, dès qu'on veut faire un travail et on marque blockchain dans sa raison sociale, à la banque, ça devient compliqué. À la banque, ça devient compliqué. Les comptes bancaires sont fermés. Notre ami Gouspiou, rien qu'encore il y a même pas un mois, il s'est encore retrouvé viré de je sais plus quelle banque. Quelle obscure banque. Bon, et c'est vrai que en réalité, moi, j'ai perdu une seule fois mon compte bancaire. C'était en Suisse. Et c'était un des premiers comptes bancaires que j'avais pour ma société. C'était auprès du CIC. Et en fait, c'est quand j'ai eu la licence pour la boîte que le CIC France a vu ça et a obligé le CIC Suisse à virer le compte bancaire. Donc, c'était même pas le choix des Suisses de faire ça. C'était le groupe France qui disait non, en Suisse, on veut pas une société avec un compte bancaire. Arrêtez votre blanchiment, là, les Suisses, on vous connaît. Donc, bon, voilà. Donc, en étant là, moi, ce que j'aime bien, c'est regarder en disant, bon, voilà, mais les gars,
c'est pas, si vous êtes entrepreneur, si vous voulez faire des choses, construire des choses, vous trouvez des alternatives, quoi. Alors comment tu fais ? Mais comment il faut faire ? D'abord, ça c'est un truc que j'avais appris quand j'étais en droit en France, et c'est l'horreur en fait. D'abord, il faut sortir du mode qui est très ancré en France, que les gens ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire si c'est pas autorisé. Donc il faut l'autorisation de quelqu'un, de Dieu, du pape, d'un roi, de je sais pas qui. On appelle ça un président de la République en France. Excuse-moi, voilà, président de la République. Il faut être adoubé par lui pour finalement avoir le droit de faire quelque chose. Et c'est pas une blague, parce que Thierry Breton avait dit à Mark Zuckerberg dans un Zoom qu'ils avaient fait ensemble, ne croyez pas que ce n'est pas parce que c'est pas interdit que c'est autorisé. Oui. Donc, c'est un commissaire européen qui l'a dit au patron de Facebook, en disant écoute le jeune, tu arrêtes. mais ce qui est drôle, c'est que quand même quand tu fais tes études de droit, c'est le principe qu'on t'assène tout le temps. Oui, en théorie. Oui, en théorie. Ouais, non, mais je veux dire, t'es deux. Et en pratique, c'est un contrôle fiscal tous les ans si tu ne respectes pas la pratique. Voilà. Donc ça c'est déjà un premier truc qu'il faut arriver à casser. Donc, c'est un truc intellectuel, mais c'est vrai que en face aussi, les gens qui impose cette règle-là, finalement, le croit aussi. Donc, en fait, t'as tout le monde qui croit à cette règle-là, mais en gros, si jamais tu vas devant un juge à la fin et qui, lui, doit justifier réellement avec une règle, il pourra pas, tu vois, et il sera... mais tu sais que tu vas y passer ta santé et ta jeunesse. Mais voilà, quoi. Mais ces affaires, elles arrivent jamais devant un juge. Bon. Alors, c'est quoi l'option ? C'était, je voyais ces gens qui avaient des problèmes, je disais, mais en fait, où est-ce qui est marqué dans la loi que vous êtes obligé, en tant qu'entreprise, d'avoir un compte bancaire ? C'est ça qui est intéressant, qu'il faut aller regarder. Qu'est-ce qui vous oblige, vous, en tant que... Et là, moi, on me disait, il faut un compte de consignation à la banque pour prouver que le capital est là. Oui. Et une fois que vous avez votre compte de consignation, vous allez au greffe du tribunal, vous leur montrez le papier de la banque et vous ouvrez votre boîte. Donc ça, c'est le chemin normal. Voilà. Et en fait, beaucoup de gens font une confusion entre ce que c'est le capital et l'argent qui est déposé sur le compte. On te dit, il faut un capital de 100 000 euros. Okay, et les gens pensent que les 100 000 euros que tu mets sur le compte, c'est le capital de la boîte. Mais en fait, ce sont deux notions différentes. Le capital de la boîte, c'est la valeur que la boîte a au départ. C'est ce qui va permettre de représenter... C'est là-dessus que tes parts sociales, quand tu es actionnaire de ta boîte, tu as un droit sur une partie du capital. Et donc, tu as des droits de vote qui sont associés. Mais pour constituer ce capital... il faut amener de la valeur. Il ne faut pas amener forcément des euros. La simplicité, c'est pour 1 euro de capital, tu amènes 1 euro. Ça, c'est la simplicité. Et donc, on va te dire, si tu mets ça sur un compte bancaire, c'est validé par une banque, tout va bien. Mais en réalité, tu peux amener autre chose. Tu peux amener une bagnole. Ça s'appelle l'apport en nature. Et moi, on m'avait dit, tu ne peux pas avoir 100% d'apport en nature. Je sais pas pourquoi. Si, tu peux absolument avoir 100% d'apport en nature. Genre, je suis taxi, je mets une Tesla qui vaut 100 000 balles et j'ai un capital social à 100 000 balles. Bah oui, absolument. T'as aucun problème. Et les gens le font. Ils apportent de la propriété intellectuelle. Ça, c'est d'ailleurs les plus grandes parties d'apport en nature, elles sont comme ça. C'est de la propriété intellectuelle. Imagine, tous les deux, on travaille sur un logiciel pendant un certain temps. On fait ça sans avoir de boîte. Puis d'un coup, on a le logiciel qui fonctionne. Et on veut le commercialiser. Ben en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir un expert aux apports, ça s'appelle comme ça d'ailleurs, un commissaire aux apports. Et on va lui dire, écoutez, on a fait ce travail-là ensemble, il y a 2 ans de boulot chacun là-dessus, et puis il va dire, vu comme ça, est-ce que ça fonctionne ? Oui, vous avez bossé tant de temps, ça vaut tant, ça vaut peut-être 50 000 euros, et puis toi, tu as bossé pour 20 000, toi, tu as bossé pour 30 000. Moi, j'amène un local pour mettre la boîte dedans. Tu peux mettre le local en plus, et puis ça représente la propriété. Les idées, et ça représente les parts sociales de chacun. Et puis on n'a pas mis un sou, mais on a déjà travaillé et on a quelque chose qui est commercialisable. Donc c'est cool. Enfin, on peut lancer notre boîte comme ça. Et ça a été fait comme ça avec des industriels qui amènent des machines. Ça c'est aussi très souvent le cas. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On dit on apporte des bitcoins. Donc, voilà, on apporte des bitcoins. Donc, le propriétaire, le futur actionnaire de la boîte dit, moi, j'ai des bitcoins. Mais attends, raconte, parce que c'est pas juste comme ça, t'es pas arrivé au greffe du tribunal avec ton wallet en disant, regardez, j'ai Electrum.
Non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le greffe, lui... T'as un peu plus rusé que ça. Le greffe, ouais, mais j'ai pas rusé, en fait. Enfin, non, il n'y a pas de ruse là-dedans. Le truc, c'est juste de discuter avec des gens qui comprennent qu'ils doivent juste faire leur boulot. C'est ça, en fait. Hein, et ça a toujours été, en fait, le secret de l'adoption du Bitcoin ou des cryptos dans l'industrie normale, c'est juste de dire, non, mais en fait, je vous demande pas d'essayer de comprendre ce que c'est le Bitcoin là, maintenant, tout de suite. Je vous demande juste de le traiter comme n'importe quel objet qui a la même forme, on va dire. Et donc, si c'est une valeur, traitez-le comme quelque chose qui a de la valeur. Et c'est en fait l'approche qu'on a eue en Suisse dès le début, où même le Conseil fédéral, donc le gouvernement suisse, a dit « Non, mais on ne sait pas ce que c'est le Bitcoin, mais il y a des gens qui pensent que ça a de la valeur. Ok, très bien, ils veulent s'amuser entre eux, ça a l'air cool, mais il y a peut-être les dealers et d'un côté, et on va faire attention. Mais en gros, appliquer les règles de la finance sur tout ce qui a de la valeur. Donc, vous voulez faire une banque de Bitcoin, vous avez une licence bancaire. Vous voulez faire du change de Bitcoin, vous devez être un changeur d'argent. Voilà, on a juste appliqué les mêmes règles. Et certains pays comme la France pensent qu'il faut créer des règles spéciales pour ça. Alors les crypto-actifs. Et voilà, les crypto-actifs. Je sais toujours pas ce que c'est, moi, un crypto-actif. Hein, parce qu'entre Bitcoin, des NFT, le Shiba Inu, j'en sais rien, enfin, je sais pas ce que c'est qu'un crypto-actif. En fait, c'est toujours des titres, hein, c'est toujours des droits que tu as sur quelque chose, et puis ils sont, voilà, bon, bref. Mais c'est pas grave. Mais donc, moi, ce que j'ai réussi à faire, c'est juste trouver les quelques personnes, et puis aussi inciter, parce que j'ai pas trouvé tout le monde, mais trouver les bonnes personnes pour juste comprendre qu'il fallait faire un apport en nature en Bitcoin et valider cet apport-là. Et donc après, tu as des règles très simples. Tu es sur un objet qui est volatile ou qui a une valeur dont le marché est difficile à prévoir. Hein, on va mettre une décote. Donc, tu apportes un Bitcoin. En Suisse, la décote, elle est de 30%. Donc, tu dois amener... Si tu veux amener un Bitcoin dans ta société, tu dois amener 1,30 Bitcoin pour assurer la même valeur en francs suisses. Et en France, notre expert comptable a dit 25%. Bon, voilà. C'est pas si loin. Donc... c'est pas si loin. Ouais, non, c'est assez proche. Donc, voilà, en fait, tu es allé voir une expert comptable et tu lui as expliqué comment il fallait qu'elle réfléchisse quand on lui mettait des bitcoins sous le... Alors moi, c'est là où j'ai encore mieux fait, c'est que j'ai d'abord expliqué ça à mon avocat, qui lui a expliqué avec son propre langage, dans son propre réseau, parce que c'est aussi ça, il faut pas être déconnecté en fait. Ça c'est une des astuces que moi j'utilise, c'est que je vais toujours voir des gens que je connais, qui m'ont déjà entendu, qui savent que je réfléchis peut-être un petit peu différemment, et qui sont un peu adoucis déjà. Je suis différent mais pas méchant, je m'appelle Alexis. Ça va bien se passer. Voilà, ça va bien se passer. Et puis c'est des gens qui ont déjà eu un peu l'habitude à faire à moi. Et donc, ils voient qu'au bout du compte, ça joue. Ils vont pas aller en prison parce que je leur demande de faire un truc, tu vois. Et j'espère. Important, ça. C'est important, ouais. Et donc en fait, je suis allé voir mon avocat. J'ai convaincu mon avocat que c'est ce que je voulais faire et qu'il y avait un chemin. Je lui ai laissé découvrir les détails des chemins. C'est pas ça, c'est lui qui l'a découvert. Et il a trouvé un expert comptable à qui il a discuté, et puis l'expert comptable il est venu il m'a renvoyé un document en disant voilà, je veux savoir sur quelle wallet sont les bitcoins, d'où ils viennent, je veux la transaction, et je veux preuve de signature, preuve de contrôle du wallet qui part, preuve de contrôle du wallet qui arrive. Et donc Nîmes Suisse avait des bitcoins, voilà, sur son wallet. J'ai écrit un texte en disant que Nîmes, ces bitcoins appartiennent à Nîmes Suisse. J'ai signé avec la clé privée. Avec ton sang. Avec la clé privée. J'ai mis la signature dans un document. Pareil, ensuite j'ai transféré les bitcoins. T'as signé avec ta clé privée. Avec Electrum, tu signes un message avec la clé privée. Voilà. Donc je lui ai donné le message et je lui ai donné la signature, et lui, avec la clé publique, il peut aussi dans Electrum copier le message et vérifier que c'est bien. T'as publié un bloc avec le message ? Non, il n'y a même pas besoin de faire de transaction on-chain. Tu fais un... Ah oui, tu génères juste le message que tu as signé avec, tu lui envoies le message et lui, il peut vérifier que c'est bien signé avec ta clé. Exactement. Voilà. Et on-chain, il peut voir qu'il y avait bien les 8 bitcoins dessus, et il peut voir que, parce qu'on a, donc dans ce cas-là, on a fait 100 000 €, donc c'était 8 bitcoins à l'époque. À l'époque.
2 semaines, tu te rends compte, tellement, c'est déjà tellement vieux. À l'époque des 17 000, voilà. Et puis... Maintenant, ce serait plus que 4. Hein. Maintenant, ce serait plus que 4 bitcoins. Même pas, 3 et des bananes. Et puis, il faut rajouter les 25%. Et puis donc, on a fait la transaction qu'il a pu aussi observer en on-chain. Et puis ensuite, on a fait le même exercice en disant, bon, ben voilà, ces 8 bitcoins sont arrivés sur le wallet et maintenant, ils sont la propriété de Nîmes France. Voilà, et on déclare ça. Et ça, il l'a pris, il a dit, OK, ça vaut 100 000 euros. Et en fait, le papier qui va au greffe, c'est un papier d'un expert comptable qui dit, c'est bon, il y a de la valeur pour 100 000 euros. Le greffe, il voit pas qu'il y a 8 bitcoins derrière. C'est même pas écrit? J'ai même pas vu écrit. C'est écrit dans le rapport si, c'est écrit dans le rapport de expert comptable. C'est marqué que l'apport en nature est en bitcoin. Mais ce qui est important dans la procédure, c'est qu'il y ait un rapport d'expert comptable qui dit qu'il y a une valeur de 100 000 euros et qui est avec le tampon de l'expert Donc, comptable. tu as un avocat que tu connais qui a expliqué à un commissaire aux apports. Voilà. Et le commissaire aux apports a expliqué à l'expert comptable. Non, excuse-moi, il n'y a pas encore d'expert comptable dans l'affaire. Il y a le commissaire aux apports. Qui a fait lui, il a fait le rapport des apports. Et ensuite, ils ont envoyé tout ça au registre au greffe. Et puis, ça a été validé. D'accord. Voilà. Et du coup... Donc, j'ai reçu mon cabis. Voilà, il est valable. Voilà. Donc, il ne va pas revenir en arrière. J'espère. Donc, Nîmes France, on trouve ça sur Infogreffe maintenant. Exactement. Voilà, avec le cabis et tout le monde. Voilà, et puis avec 100 000 francs. Et avant de continuer là-dessus, si on a des auditeurs taquins, parce que nous maintenant on est en Suisse, donc voilà, mais si on a des auditeurs taquins en France qui veulent faire la même chose, comment ils peuvent faire? Ils peuvent aller prendre quoi comme document pour simplement aller voir leur expert comptable en disant ah mais regarde c'est fait là, c'est bon, il n'y a pas besoin de... Tu vois, bah, je sais le pas, shortcut ou comment... Je sais pas si... Bon, bah si... Parce que là, faut quand même connaître un avocat, après il faut qu'il parle au commissaire aux apports. Enfin, on voit bien que ça se fait pas tout seul quand même. Non, mais ça se fait pas tout seul. Dans les rouages, et puis ce sont des gens qui ont déjà été sensibilisés au crypto, donc ils comprennent au fur et à mesure qu'il y a une industrie. C'est pas n'importe quel commissaire aux apports. Non, je pense pas, je le connais pas. On peut donner son nom? Non, parce que je le connais même pas, tu vois. Donc non, mais si lui, en fait, le truc c'est que c'est des corporations, donc si lui il a compris et il a pu le faire, convaincre les autres, c'est pas quelque chose de compliqué. Et où est-ce qu'on peut trouver son nom du coup? Il est enregistré, où est-ce qu'il apparaît son nom pour Nîmes par exemple? Quelqu'un dit ah oui moi je vais faire pareil, tiens je vais appeler le commissaire aux apports de Nîmes. Je sais pas si dans l'extrait cabis ou si dans les documentations quand tu vas sur les recherches d'entreprise tu peux avoir ça. Je sais pas, il y a beaucoup, parce qu'en France c'est souvent payant. Ouais, mais cabis c'est $2, enfin 2 euros ou 3 euros. Enfin, bon, en tout cas dedans il y a sûrement les statuts et il y a sûrement peut-être des informations. Ah dans les statuts oui, pour la constitution générale, tu nommes le commissaire aux apports. Alors, donc voilà, vous allez voir Nîmes France, voilà. La boîte dirigée, donc j'imagine que tu es le PDG ou le président. Alors, c'est Nîmes Suisse, mais c'est moi qui représente... voilà, Nîmes Suisse, pour être sûr, vous êtes bien sur le bon Nîmes, parce que si vous terminez à Nîmes, c'est pas... Voilà. Ouais, parce qu'il y a plein de boîtes Nîmes en France, en fait, j'ai découvert ça, mais nous, on est Nîmes France R&D. Détenu par Nîmes Suisse. Détenu par Nîmes Suisse, donc voilà. pas qui est Nîmes détenu par Alexis Roussel. Et en Suisse, c'est tout libre. Vous allez sur le registre du commerce de Neuchâtel, en l'occurrence, et vous mettez Nîmes et poups, vous avez les statuts et l'extrait cabis gratos et immédiat. Donc voilà, vous arrivez à trouver, vous avez le nom commissaire aux apports là-dedans. Voilà. Et puis bon, alors maintenant, c'est aussi c'est une aventure, c'est-à-dire que moi là, je suis dans une dynamique, c'est que maintenant, ce que je vais aller faire, c'est alors j'ai un service de domiciliation et puis on a nos bureaux à Station F. On a pris un coworking pour que les gens, ceux qui bossent dans Nîmes, puissent avoir accès à un bureau s'ils ont besoin. Et puis maintenant, on va embaucher des gens. C'est un peu le but de la manière. C'est un peu le but, quoi. Voilà. Et puis on va donc embaucher des gens, ça veut dire qu'on va devoir payer des charges sociales et un certain nombre de choses. Et puis voilà. Et là, tu te dis, j'ai pas de compte bancaire. Alors comment ça se passe avec l'URSSAF? Voilà, on va voir. Parce que l'URSSAF, il prélève sur les comptes. C'est encore la grande question. Donc ça va être intéressant, mais je veux aller au bout, c'est-à-dire je vais toujours faire un équilibre entre les besoins du business, parce qu'il faut pas non plus faut que le business il avance, tu vois.
Et puis, j'ai cette... la dose d'innovation. Mais voilà, la dose d'innovation apportée. Tolérable puis... par l'organisme. Et puis, on me laisse, entre guillemets, on me laisse jouer un petit peu avec ça, mais au point que ça marche, tu vois. Parce que l'URSSAF, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas je leur envoie un chèque à la fin de l'année, ils prélèvent, ils mettent en place des prélèvements. Voilà. Alors ça va être intéressant de voir dans la discussion parce qu'en fait eux dans leur histoire ils ont avant accepté ils ont accepté des paiements. Bon, mais il y a... Et puis ils ont toujours du temps que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître, non? Peut-être. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir dans quelle loi c'est marqué que l'URSSAF doit nous prélever. Il n'y a pas de loi qui dit ça. C'est un pénible, toi. Ah oui, complètement. Mais quand vous dites mon compte bancaire, est-ce que vous pouvez me donner l'article de loi qui précise que je dois avoir un compte bancaire, chef? Alors, on a une obligation, tu vois, par rapport à la compte bancaire et les employés. On a une obligation, et c'est intéressant parce qu'elle vient d'être modifiée, et je trouve ça vraiment assez hallucinant. Ça passe inaperçu en France, ce genre de règles-là. La loi impose les entreprises à payer leurs employés par un virement sur un compte bancaire. C'est dans le code du travail que c'est. Et puis, j'en parlais avec, je sais plus qui, j'en parlais avec quelqu'un, et puis je me suis dit, tiens, je vais regarder où est cet article, comment il est écrit, parce que ça m'intéresse, moi qui est en train de créer Nîmes France et qui va devoir payer des salaires, je veux savoir exactement comment il est écrit. Et là, je vois changement au 27 décembre 2022. Ah oui, donc t'as vraiment du bol, quoi. Nouvelle formulation. Il faut payer les employés sur un compte bancaire. Ouais, ça. À leur nom. Et ils ont rajouté à leur nom. Donc en fait, ils ont réduit encore en plus l'obligation. Ça veut dire que tes salariés doivent avoir un compte bancaire, mais pas forcément la société. Alors, pour moi, pour une société, ça c'est le bon plan. Donc c'est comme ça que c'est écrit. Donc voilà, ça m'oblige pas moi en tant qu'employeur d'avoir un compte bancaire, et je peux en fait passer par un broker où je vais vendre mes bitcoins et eux ils vont envoyer un virement. Ce que fait BT. Ce que fait BT, ma boîte que j'ai créée avant, exactement. Voilà. Donc on utilise ça. Donc Nîmes France a déjà un compte chez BT pour faire ce genre de paiement là en fait. Voilà. Donc on n'est pas complètement déconnecté du monde numérique. Il y a suffisamment de services qui existent pour être connecté vers le monde fiat en fait. Donc en fait, pour être très clair, si vous avez des bitcoins ou des ethers, vous pouvez aller sur BT et à ce moment-là, alors je sais pas si c'est ouvert aux clients de BT de payer les factures ou c'est toi qui le... Non, c'est ouvert aux clients de BT. C'est que pour les pros, pour le business. Non, c'est pour les clients qui sont vérifiés. Les clients qui sont vérifiés peuvent payer des choses qu'ils veulent. Des factures, quoi. Dans le sens qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des euros et peuvent dire tiens, il y a quelqu'un qui me demande une facture en bitcoin, et je le paye en bitcoin à travers BT. J'envoie 100 balles et puis il y a 100 balles BT envoie 100 balles de bitcoin. Voilà, et puis ou vice versa, je dois payer 100 balles une facture sur un compte bancaire et des euroballes. J'envoie finalement des bitcoins ou des ethers et qui vont être transformés par BT pour être envoyés sur ce compte-là. Donc et puis ça marche très bien. Alors, en commission, je crois c'est quoi, c'est 1,5%? Non, pour les comptes vérifiés, c'est 0,8. 0,8. C'est moins. Ouais. Et puis après, en fonction des volumes, ça peut baisser encore un peu, mais c'est dans ces eaux-là. Donc en tout cas, on peut, quand on a du bitcoin, payer des factures sans problème, quoi. Voilà, ouais, exactement. Alors bon, on peut pas payer son pain, mais il faut quand même des factures un peu conséquentes. C'est quoi le minimum? Non, mais dès qu'on est sur plusieurs centaines d'euros, on est bien, quoi. Voilà. Donc, pour une entreprise, c'est tout à fait jouable, quoi. Voilà. Donc, avec ça, on va aller au plus loin possible. La crypto-IMO, d'ailleurs, on n'a pas de compte bancaire et on paye. Moi, je paye les factures comme ça, et sur CleanSat, on n'a pas de compte bancaire, donc on paye les factures comme ça aussi, quoi. Voilà. Alors après, je te cache pas que j'ai aussi le luxe d'avoir Nîmes Suisse derrière. Et en fait, quand tu as deux entreprises comme ça, Nîmes Suisse et puis la fille Nîmes France, mais en fait, Nîmes Suisse peut faire ce qu'on appelle un compte courant pour sa avancer filiale de l'argent, quoi, et avancer de l'argent. Donc en fait, si vraiment il y a des petites choses que je dois payer et que Nîmes France peut pas parce que quelqu'un veut pas accepter ce paiement bizarre que je veux lui faire, bon, Nîmes Suisse peut payer pour en elle. Fait, et puis des fois, ce que j'ai rencontré, c'est que des fois, la personne qui veut être payée demande que l'argent vienne d'un compte qui vient de toi. Et du coup, si tu envoies une facture, enfin un paiement qui vient d'un tiers, il y en a qui refusent. Voilà. Ouais.
Bon, là, le tiers, il aura le même nom, donc Ouais. peut-être que ça passe, quoi, sur un malentendu. Mais ça aussi, c'est des règles qui sont bizarres, parce qu'en fait, ça n'a jamais été le cas, en fait. Je veux dire, c'est des règles qui sont assez nouvelles et qui sont, en fait, pas dans la loi et qui sont dans de la pratique financière et qui sont imposées à tout le monde. Ah, mais tu vois, nous, si on entend crypto, on nous demande pourquoi vous n'acceptez pas les paiements en crypto pour votre lettre. Bah, c'est tout simplement à cause de PayPal et Stripe Card. Enfin, PayPal et Stripe. Parce que en réalité, PayPal et Stripe, donc Stripe c'est quand vous payez avec votre carte bleue, c'est Stripe, et quand vous payez avec PayPal, bah, c'est PayPal. Mais quand l'argent arrive chez PayPal et chez Stripe, et quand on leur dit bah, vous m'envoyez ça chez BT, et nous on recevra, ils disent non, nous on n'envoie que sur un compte à votre nom. Impossible. Donc en fait, le gars qui veut payer en crypto, on peut pas, ça marche pas, les tuyaux ne marchent pas. Parce que nous, on n'arrive pas. Entre la facturation, le gars qui processe les paiements et ce qu'on reçoit sur notre wallet, ça marche pas. Voilà, c'est cassé, mais ça, ce sont pas des règles qui sont légales. C'est pas des règles légales. C'est des règles qui ont été en fait créées par l'industrie. Et en fait, s'ils font ça, c'est même au contraire, c'est même pour éviter de mettre en place des règles qui sont trop compliquées. Parce que quand tu fais du transfert de fonds ou du paiement à tierces personnes, en fait, t'as des règles complètement débiles qui ont été mises en place. Et aujourd'hui, on a un ratio, enfin, c'est l'anti-blanchiment dans son ensemble. Même si la justification, elle est bonne au début, en fait, on arrive à un taux d'efficacité qui a été mesuré de 0,1%, même moins. Donc, ce qui n'est pas foufou dans le langage foufou, financier. Exactement, voilà. Et donc, ça fait que certaines boîtes, pour rester, en fait, gérables, comme PayPal, mais aussi d'autres le font aussi, en fait, ils acceptent que tu puisses déposer ou retirer depuis ton compte à ton nom, parce que ça simplifie. En fait, c'est une autre catégorie de risques financiers, juridiques, et donc ça réduit leur coût de gestion à eux, et ils arrivent à faire des produits moins chers comme ça. Voilà. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec des tuyaux qui nous empêchent de faire ce qu'on veut. Et puis donc forcément, quand ça veut pas, évidemment, aujourd'hui on a des alternatives. Et puis ces alternatives, elles sont en train d'être utilisées de plus en plus. Et moi maintenant, ce que je veux faire, c'est je veux faire l'exercice jusqu'au bout, en fait. Voilà. Alors à un moment donné, je vais peut-être devoir avoir un compte bancaire, mais quand on va, c'est ça qui est génial quand on crée des entreprises sans compte bancaire, c'est que le jour où on va chercher un compte bancaire, c'est parce qu'on en a besoin et on rentre dans une discussion complètement différente avec son banquier. Voilà. Le rapport de force n'est pas le même, tu vois. Oui, parce qu'en soi, t'as pas un besoin existentiel de lui, quoi. T'as pas un besoin existentiel, voilà. C'est pas lui qui a droit de vie ou de mort, enfin, ou de naissance sur ta entreprise, alors que beaucoup de gens le croient, en fait, encore aujourd'hui. Donc ça, c'est bon. Ta boîte peut exister, et toi, en tant qu'investisseur, tu peux commencer ton projet sans l'aval d'une banque. Et ça, c'est libérateur, en fait. Tu sais qu'avec notre banque en Suisse, alors je donne jamais le nom des banques parce que c'est des gens discrets, les très Suisses. Discret, voilà. très discret. Et en fait... Surtout si t'as pas encore fait du business avec eux. Si c'est après, tu peux... Ouais, mais même, ils aiment pas ça les... Ils aiment pas voilà, trop, ouais, c'est un peu des... Moi, j'aime bien dire que les Suisses, c'est des hobbits. En fait, toutes les fenêtres sont fleuries, on prend le thé ensemble, ils sont tous bien élevés, les allées sont rangées, machin, voilà. Mais... Moi, on parle de nous quand même. Voilà, la comté, c'est un truc à part. Voilà. et j'adore en fait cet esprit. Voilà, on est discret. Discret, voilà. Et avec notre banque, on leur parlait de CleanSat Mining et de crypto IMO. Et ça les dérange absolument pas qu'on passe par BT pour faire des échanges et tout. Donc on envoie de l'argent par BT, aucun problème. Par contre, ouvrir un compte pour faire du minage de Bitcoin ou alors pour faire de l'immobilier en Turquie, machin et tout, restez avec BT. Voilà. Parce que les gars ont compris. Ouais. J'ai rencontré l'équipe compliance de ma banque. Et j'étais agréablement surpris parce que chez PostFinance, je peux le dire, ils sont partis, mais ils m'ont dit « Oh là là, si vous touchez à Bitcoin, on vous vire. Hein. » Ah d'accord, ok. Bon, donc là, je suis allé ouvrir des comptes ailleurs et puis voilà. Ouais. Mais... Si je me trompe pas, dans l'équipe compliance de ta banque, en fait, il y a une ancienne de BT aussi. C'est assez intéressant. Ouais. Et du coup, les gars comprennent bien et du coup, c'est une discussion très fluide en fait en disant ah oui, non, on a compris, pas de problème. Et moi, j'étais là en disant, j'arrivais de France. Alors là, c'est tout ce qui n'est pas interdit n'est pas forcément autorisé. J'avais dit, mais c'est bon, je peux faire, vous n'allez pas me virer, vous n'allez pas...
Vous n'allez pas me menacer. Exécuté vous sur la savez place publique, pendu sur la place publique. Ça, ouais. Elle m'a dit, bah non, c'est pas interdit, donc c'est autorisé. Ouais. La douceur de vivre. Donc, mais il y a vraiment ce côté réglementation qui vient du GAFI, en fait, qui est une espèce d'organisme sombre et obscur, international et mondialiste, qui donne des règles pour lutter, et tout le monde les applique contre le terrorisme et le blanchiment, et ça vient quelque part casser un peu, des fois, des mécaniques... Ça vient mettre le bazar, quoi. Ouais. Mais pour l'instant, le GAFI a jamais parlé de la création d'entreprise, quoi. Tu vois. Donc, après, ils font du zèle. Et on s'était coincé dans ce système de compte de consignation par facilité. Au début, c'était plus simple, voilà. Mais maintenant, on a des outils qui sont encore plus simples, donc on peut les utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que là maintenant, ce qui va se passer, c'est que les gens vont regarder cet entretien-là, ils vont voir la réalité et ils vont comprendre qu'en fait, finalement, on n'est pas mort. Pas encore, mais non, on n'est pas mort. Et puis que finalement, oui, c'est logique, c'est juste un apport en nature. Donc, ils peuvent aller voir leur expert comptable et leur dire, mais en fait, c'est juste... Regarde la vidéo avec Alexis Roussel et Richard Détente, ils disent qu'on peut le faire. Et puis au fur et à mesure, les esprits se libèrent et ça crée un petit mouvement qu'on voit apparaître en Suisse. Et ça permet à des gens, surtout dans notre industrie où tu as plein de gens qui sont jeunes, qui n'ont pas de connaissances en droit des sociétés et créer une entreprise pour eux. Souvent, c'est la première. C'est un délire. C'est la première. C'est vraiment quelque chose de... Tu vois, c'est des gens même moi, je suis arrivé dans ce monde-là, j'avais déjà une carrière avant et jamais je pensais que j'allais créer des entreprises. Tu vois, donc c'est vraiment un milieu qui te pousse à l'innovation et à l'entrepreneuriat, le monde de la crypto, et je pense que c'est le cas pour toi aussi et pour toute votre équipe aussi. Et donc, en fait, ces gens-là, se retrouvent tous bloqués au moment où ils commencent à mettre le pied dehors. On leur dit non, voilà, toutes les règles que tu dois suivre, et c'est des règles qui sont pas de leur monde. Tu vois. Donc là, j'espère leur donner une petite porte d'entrée en disant non, mais en fait, toi, tu veux tu veux participer à un monde de la finance où il n'y a pas forcément de banque, tu peux commencer comme ça. Après, peut-être que tu auras besoin d'avoir une banque pour faire des choses parce que tu restes quand même dans un environnement qui met du temps à bouger. Donc, les banques sont encore utiles pendant un certain temps et je pense que les banques, en fait, vont faire leur transformation et vont avoir leur rôle. Il n'y a pas de problème. Mais leur rôle ne doit pas être un rôle d'avoir le droit de vie ou de mort sur une entreprise ou d'être... ça ne doit pas être un service obligatoire qu'on doit nous imposer, en fait, finalement. Donc, mais c'est assez génial de voir qu'en bricolant, en fait, on arrive quand même à s'en sortir. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que dans les discussions en Suisse, même en Suisse, pour te dire, l'état d'esprit doit encore évoluer, parce qu'à un moment donné, le Conseil fédéral, il y a 3 mois, en novembre, il a fait un rapport sur le cash qui était juste exceptionnel. Parce qu'il y avait des gens qui... Rien à voir avec la crypto. Il y a beaucoup de cash en Suisse. Il y a beaucoup de cash en Suisse, mais les gens se méfie quand même de la disparition du cash, parce que c'est un mouvement quand même assez fort actuellement. Et même en Suisse, le cash diminue beaucoup. Et donc, tu as des mouvements un peu ultra-libertariens, je sais pas, au Parlement, qui sont là en disant non, il faut protéger le cash. Et puis, ils ont posé la question au Conseil fédéral, au gouvernement, en disant est-ce qu'il ne faut pas obliger les gens à accepter le cash? Parce qu'il y avait cette question de tu vas chez un commerçant et le commerçant il dit non, moi. C'est Twint. Plus de cash. C'est Twint en Suisse. C'est une app en Suisse qui permet de payer par téléphone. C'est un truc typiquement suisse. C'est un layer 2 sur le franc suisse. Voilà. C'est comme ça que je vois. Et ils twintent tous comme des tordus, quoi. Voilà. C'est Twint, quoi. Et ça a remplacé le cash, effectivement, de façon très efficace. Ça a remplacé beaucoup le cash. Et donc, en fait, ils voulaient proposer en disant on est obligé de présenter le cash. Le Conseil fédéral, dans sa mensuétude libéral suisse, voilà, libéral suisse, dit non, on va surtout pas interdire, on va surtout pas obliger, ok. Mais par contre, on va continuer les développements dans le cash et on continue en fait de garder du cash pour 2 raisons. 1, pour des questions de protection de la vie privée, parce que le cash est utile pour la protection de la vie privée, et 2, pour les gens qui sont débancarisés. Et parce que même en Suisse, il y a des gens qui sont débancarisés et il faut qu'il y ait un outil financier pour ces gens-là.
Et c'est très intéressant parce que, évidemment, en tant que bon Suisse, ce sont deux cas. C'est quoi dans la tête des gens? C'est monsieur veut aller faire une folie le week-end sans madame, il a besoin d'un peu de cash pour respecter sa vie privée. Tu vois, c'est un peu ça qu'ils ont en tête. C'est les petits à côté qui vont bien, ou alors pour payer l'hôtel et rencontrer sa deuxième chérie. Et puis, les débancarisés, bah, c'est pour les pauvres types qui sont même pas capables de créer une relation avec leur banque. Et en fait, heureusement, ils ont du cash et ils peuvent vivre comme ça au jour le jour et faire des courses. Donc en fait, c'est des cas qui sont mis de côté. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai eu cette discussion, je dis mais en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui sont fortunés et qui sont dans ces cas-là, qui ont besoin de protection de la vie privée financière et qui peuvent être débancarisés et avoir du succès. Et ça a assez choqué, ça peut choquer les gens dans le monde traditionnel de la finance que d'un coup, quelqu'un qui est débancarisé peut avoir les moyens. Mais c'est vrai que dans la crypto, tu peux avoir des gens débancarisés qui vivent plutôt pas mal. Exactement, voilà. Et en fait, hein, même si ça reste exceptionnel aujourd'hui, ça va être de plus en plus la norme, en fait. C'est-à-dire que on voit cette industrie grandir, on voit les gens qui prennent des crypto-assets en tant que revenu ou en tant qu'épargne. Et si on est sur d'autres pays, si on est sur la Turquie, sur l'Ukraine, sur la Russie, on en a parlé, ben là, la quantité de gens qui ont déjà passé le cap d'avoir plus en crypto, même s'ils ne s'en rendent pas vraiment compte parce que c'est des USDT ou des choses comme ça, qu'en fiat bancaire classique, ben, il est déjà énorme en fait. Voilà. Donc ce mouvement-là, il est lancé. Et en fait, il faut... le but, c'est qu'en fait... on casse en fait certains modèles mentaux de dire qu'en fait aujourd'hui les débancarisés jusqu'à présent c'était les pauvres, c'était les rejetés de la société, mais en fait maintenant il va y avoir des gens qui vont s'en sortir. Les gens libres. Les gens libres, voilà, ça va être les gens libres. Avant c'est les pauvres, maintenant c'est les gens libres. Et puis les pauvres. Mais ça va créer des dynamiques qui sont intéressantes parce que je suis sûr que et c'est déjà le cas, il y a beaucoup de générosité des gens dans le monde de la crypto pour certaines causes, et on voit que l'argent circule beaucoup plus facilement en fait dans ce monde-là. Hein, donc à voir. Et puis oui, et en même temps c'est aussi un outil pour la protection de la vie privée, parce que on arrive dans un système où voilà, moi je crée une entreprise. Alors là évidemment on le donne en exemple, et puis Nîmes a une approche très transparente sur comment on structure les choses et comment on fait les choses. Donc j'ai pas de problème à dire voilà, on a créé une société avec 8 bitcoins, on l'a fait en France, et puis voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des projets qui doivent rester discrets. Et en fait, ils ont cette possibilité-là c'est une nouvelle approche où tu n'es pas transparent par obligation, tu choisis d'être transparent quand tu le veux. Hein, et puis c'est pas forcément pour planquer du pognon qu'on est discret, mais par exemple une société qui voudrait faire une filiale mais discretos parce qu'elle veut pas que la concurrence déboule. Par exemple. Hein. Et voilà, moins elle fait de vagues et mieux ça se passe pour elle, quoi. Donc c'est un exemple. Il y a plein de justifications de vouloir être discret tout en ayant la garantie, et c'est ça qui est génial, c'est que comme on est dans le monde des cryptos, on a la garantie d'exécution, on a la garantie on peut pas créer de la fausse monnaie, faire des fausses factures, justement, ça se verrait en fait. C'est la fin des faux documents. Voilà. Ouais. Ça se verrait. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça donnera en fait finalement aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, juste la conscience. Alors peut-être que j'ai la police qui va débarquer, on va se faire souhaiter. Monsieur Roussel, veuillez nous accompagner au poste. pour création illégale d'entreprises en Bitcoin. J'aimerais bien, ce serait drôle, tu vois, voilà, qu'ils viennent me chercher en Suisse d'abord. Faudrait faire une extradition. Non. Mais au moins, tu vois, ça peut débloquer des situations. Et ça redonne, ça remet le pouvoir dans celui qui apporte l'innovation. Voilà. Et je pense que ça, c'est intéressant. Et ça vient bousculer certaines certitudes. Ben non, voilà, les débancarisés, c'est pas forcément des gens pauvres, c'est des gens qui peuvent innover, qui peuvent mettre des bitcoins ou autre chose dans une société.
Et justement, avec une transition acrobatique mais néanmoins réussie, ça nous emmène à est-ce que Bitcoin est intégrable dans un système de gouvernance étatique? Parce qu'en réalité, on avait fait une vidéo avec Guillaume pour expliquer que en fait, Bitcoin, techniquement, il est prenable, il est régulable. Donc, on est parti d'un scénario comme en ce moment, c'est la FAB Party, l'Economic Forum, voilà Davos. Davos, qui est à la mode de l'actualité. Mais au début, moi, j'avais appelé ça Bitcoin G7, et on pourrait dire Bitcoin OTAN, Bitcoin USA, enfin, ce qu'on veut, peu importe. Mais des grosses institutions, et si possible internationales, qui se disent, bah allez, on va faire un cadre légal type top moumoute pour les mineurs, et puis on va récupérer 60% des mineurs sur le sol des États-Unis, ils ont déjà 40, hein, donc c'est pas inaccessible, hein, c'est pas de la folie. Et à ce moment-là, ben, comme c'est des entreprises américaines, on leur donne une régulation à appliquer, et notamment un ensemble de wallets qui sont censurés dans le minage de blocs, pour arriver à dire, bah voilà, maintenant on impose l'OFAC, typiquement, il y a déjà un organisme hein, qui est là pour inventorier tous les méchants de la planète, c'est l'OFAC, et on dit, bah maintenant, les mineurs dans cette zone géographique, G7, OTAN ou que sais-je, sont obligés de respecter, de ne pas miner des blocs OFAC, et de ne pas s'attacher à des blocs qui ont des transactions non OFAC. Et à ce moment-là, terminé, les Nord-Coréens, ils peuvent dire au revoir à Bitcoin, tout comme les terroristes de tout poil. Et voilà, Bitcoin est devenu institutionnalisé. Et après, on se dit, est-ce que c'est grave ? Ben, pas forcément, parce que du coup, ça peut... Alors, pour les Nord-Coréens et les terroristes, oui, c'est grave, parce qu'ils n'ont plus droit. Mais pour les autres, eh bien, au final, ça peut aussi permettre de sécuriser le réseau d'un point de vue réglementaire. C'est-à-dire que, du coup, les députés de France et de Navarre dire, bah oui, bah ok, Bitcoin, c'est compliant. Donc, le système bancaire, allez-y, payez votre nounou en crypto, enfin, développez, parce que on autorise la concurrence libre avec Bitcoin parce que maintenant c'est clean. Et à ce moment-là, ben, tu pourrais avoir les banques qui débaroulent dessus, tu pourrais avoir tous les institutionnels de la finance qui débaroulent dessus, et ma foi, number goes up, quoi. Parce que là, c'est l'adoption est propulsée par cette nouvelle réalité. Alors techniquement, a priori, on a bon, parce que on a pas mal de maxis sous la vidéo qui nous ont dit... Ouais, c'est pas faux, ouais, c'est pas mal. Et on en discutait parce que... Alors, il y a plein de sujets. Il y a 2 fondus en arrière quand t'étais à la maison. On compte en fondu ici. Entre... Tu me disais, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas bâtir ce que j'appelle la monnaie dette, donc les altcoins, donc la valeur qui préempte le futur, sur Bitcoin, et pourquoi il faudrait séparer les deux. Et moi je te disais parce que Bitcoin a intérêt à rester neutre, parce que si tu mets l'USDC sur Bitcoin, le jour où Center, Ripple, l'américain lui dit non, on prend ce fork là et pas un autre, Bitcoin est plus neutre. Là on a plus de problème, puisque Bitcoin n'est plus neutre, il est déjà attaché, donc on pourrait arriver à greffer justement les altcoins sur Bitcoin sans trop de difficultés en réalité, parce qu'on aurait évacué ce problème. Donc en fait, ça pousserait l'adoption, et en plus, ça réglerait le problème de la layer 1, de la layer de base, pour ancrer tous les alts dessus, puisque Bitcoin serait sanctuarisé et qu'il ne risquerait plus aucun block size war ou je ne sais quoi de cette sorte-là, quoi. Alors, moi, je suis pas... fan de ça, et je pense que je pense que si tu regardes d'un point de vue statique, c'est-à-dire toi tu as une compréhension de Bitcoin aujourd'hui, d'accord, tu es dans une communauté qui a une forte compréhension de Bitcoin, et tu appliques ta compréhension, ton modèle de compréhension, tu le donnes pour admis à l'ensemble de ces gens qui bossent dans ces administrations. Voilà, tu dis, ok, les gens, ils ont le même niveau de compréhension que moi, donc ils comprennent que ce serait possible. Enfin, avant, je rajoute en admettant. En admettant, voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les institutions, c'est de la dynamique. Ils sont d'abord une dynamique ce sont des générations de gens qui sont formés et qui pensent d'une certaine manière, et ce sont aussi des institutions qui ont de leurs propres règles pour faire les choses. Et en fait, je vais paraphraser Antonopoulos qui, il y a quelques années, répondait à une question en disant «
Mais comment est-ce que un État pourrait prendre plein de puissance de calcul et puis faire une attaque 51% sur Bitcoin? Il disait oui, enfin il y a plein de choses qui jouaient pas, et à la fin, surtout, il faudrait un État qui sache faire de l'informatique. Et pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et encore aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Alors tu peux dire oui, mais en fait, le FBI ou la CIA, ils ont des équipes d'informaticiens qui sont top. Oui, bien sûr, ils ont des équipes qui sont top. Mais de façon institutionnelle, les États de l'Europe de l'Ouest et des États-Unis ont tendance à mal considérer toute la partie informatique. C'est le fameux, c'est l'informaticien qui a qu'à faire. L'intendance suivra. L'intendance suivra, exactement. Ils vont externaliser ça à des entreprises privées qui vont leur offrir leur mettre des coûts généralement qui sont trop forts par rapport à ce qui est réaliste. En fait, ils ont toute une approche du numérique qui est certains contre le Bitcoin qui vont te dire que l'invention de la clé privée, c'est quoi le truc le plus rétrograde en histoire qui s'est passé? Voilà, tu vois, si c'est ça des gens qui prennent des décisions et qui décident de se mettre ensemble pour attaquer le Bitcoin, je me fais pas de soucis parce que le niveau d'incompétence numérique est tel qu'ils vont pas arriver à s'organiser. Ouais, mais regarde la SEC et la CFTC qui ont quand même dit que Bitcoin était une commodity, donc il faut quand même un bon degré de compréhension pour arriver à dire que Bitcoin est une matière première, tu vois. Il n'y a pas que des glands dans les administrations, surtout américaines. Non, je dis pas qu'il n'y a pas de glands, il n'y a pas que des glands, mais pour lancer un mouvement tel de mobilisation industrielle, parce qu'on est sur tu veux mobiliser des mineurs, les faire venir dans des endroits où il y a de l'extra capacité et tu veux créer, il faut mobiliser des milliers, voire des dizaines de milliers de gens et des milliards de dollars pour faire cela. C'est pas le mec intelligent de la SEC qui va le faire tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut une compréhension organisationnelle du bazar, parce que sinon... Voilà, exactement. Et pour ça, tu as deux choses qui ont besoin de se passer. C'est que, il faut que les gens qui sont dans ces organisations-là, de manière naturelle, comprennent bien l'enjeu. Voilà. Donc, soit ils ont été eux-mêmes dans une institution qui est très... menacés par le Bitcoin, par exemple, et donc ils ont envie de faire quelque chose contre. Alors ça, tu verras ça peut-être à la SEC, par exemple, mais par exemple, au FBI ou à la CIA, ils s'en foutent du Bitcoin. Au contraire, c'est même, dans certains cas, plus facile. Ils arrivent très bien à s'en sortir avec, tu vois. Donc, c'est pas à la CIA ou au FBI que tu vas trouver des gens qui sont contre le Bitcoin, forcément. Ah, mais là, c'est pas des gens contre, c'est des gens pour, en disant on va se l'approprier, on va en faire une force et on va devenir trop bon et ce sera un outil de développement pour les États-Unis. Oui, mais même pour ça, il faut que tu aies des générations de gens qui soient, par exemple, nés dedans et qui ont utilisé le Bitcoin dès le départ. Tu vois, et qui soient éduqués là-dedans, et qui comprennent l'enjeu, et qui à un moment disent, on va s'organiser en disant, en fait, non, on va créer un truc qui est contrôlé par les États. Donc le premier frein, c'est de dire, de toute façon, ils n'ont pas la culture. Ils sont pas dedans, quoi. Ils n'ont pas la culture, voilà. Et puis, par contre, cette culture, elle va venir. C'est-à-dire que ça va arriver. C'est-à-dire que, tu vois, même mes enfants, les tiens aussi, sont nés avec Bitcoin. Dans 2 ou 3 présidents, peut-être que... tu regardes des stats qui sont intéressantes, c'est combien de gens dans les parlements, parce que beaucoup de parlements dans le monde doivent faire des rapports de transparence. Tu leur demandes combien de gens ont des cryptos. Tu peux regarder, et puis tu vois que ça évolue. Un pays comme l'Ukraine avait fait scandale avant la guerre, il y a 3-4 ans, parce que c'était 60% des gens avaient déclaré des bitcoins, des parlementaires. Mais maintenant, c'est 30% parce que la moitié, c'était chez FTX. Non, voilà, exactement. Ouais. Mais donc il y a des mouvements, tu vois, qui sont réels, et là qui sont intéressants, parce que quand tu as un parlement où 60% des députés ont un peu de Bitcoin, bah forcément ils vont réfléchir différemment, et donc c'est pour ça qu'il y avait eu cette loi très pro crypto qui était sortie il y a 2 ans, 3 ans en Ukraine. Donc il faut en arriver là. Donc ça, c'est des générations de gens qui... Quand tu adoptes les cryptos, c'est justement parce que le système actuel ne répond pas
a certains besoins et tu dois trouver une alternative qui fonctionne mieux. Et donc, en fait, ta vision va être très positive de ça. T'es sauvé par les cryptos. Tu demandes aux Libanais qu'est-ce qu'ils pensent de l'USDT, ils trouvent ça très très bien. Tu demandes aux Turcs, ils trouvent ça très très bien aussi. Tu vois, il y a une approche positive par rapport à ça. Et c'est les banques qui sont les méchants. Donc maintenant, imagine toute une population qui arrive à ce degré d'éducation et de connaissance et qui arrive maintenant à des postes... à mettre des élus de ce voilà, monde, des gens, cette trempe-là, quoi, et puis des administrateurs qui vont dire, bon, maintenant, on s'organise et on va prendre le contrôle de cela. Déjà, tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer. Dans quel état d'esprit ils vont être, eux, dans 1 à 2 générations, lorsqu'ils auront vécu des choses positives, des choses négatives, et ils vont être arrivés à un niveau de pouvoir. Est-ce qu'ils vouloir faire ça, oui ou non? C'est pas sûr, tu vois. Puis la deuxième dynamique aussi qui se passe, c'est les institutions elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique, et on en a parlé une fois déjà ensemble sur comme Bitcoin était la machine de comptabilité à triple entrée. D'accord? On en a parlé un peu. Alors, première interview, on en a parlé. Je viens de faire une petite conférence là-dessus. Pour ceux qui veulent, ils peuvent regarder. On a refait la conférence un peu plus en profondeur à Neuchâtel. Mais bon, très rapidement, les innovations en comptabilité ont toujours provoqué des changements très profonds dans la société, et notamment des changements aussi de structure étatique ou sociale qui organise la société. Donc on est passé de l'ancien régime où il y avait un système féodal qui fonctionnait bien dans un monde à comptabilité à simple entrée, et on passe à un système à comptabilité à double entrée. L'État français fonctionne toujours à simple entrée, hein. C'est dépenses-recettes. Hein. Voilà, petite blague. Ouais, mais les Sumériens ont inventé la double entrée, la partie double. Mais par contre, toutes les entreprises, depuis le 18e siècle, hein, vraiment, cette révolution industrielle s'est faite sur la comptabilité à double entrée et a entraîné des changements profonds aussi dans la société, la manière dont on s'organise. Et qu'est-ce qui était le plus adapté? C'était le système parlementaire républicain qu'on a inventé au 19e siècle était bien plus adapté que le féodalisme à cette révolution industrielle et à ces nouveaux modes de fonctionner, où les gens sont plus libres pour innover. Pareil, est-ce que les États qu'on appelle westphaliens, justement, qui viennent du 19e siècle, est-ce que ce sont ces États qui sont aujourd'hui basés sur des frontières très figées, avec ce système d'État-nation, et on essaie de faire un truc parlementaire qui tient plus ou moins la route? Est-ce que ça a du sens dans un monde du futur numérique où on a des outils de consensus qui permettent de dépasser le besoin d'avoir des frontières? Non, peut-être pas, tu vois. Donc finalement, le jour où les gens compétents arriveront au pouvoir, et seront suffisamment compétents pour organiser ce que tu veux faire, peut-être que les États n'auront plus la gueule qu'on a maintenant, tu vois. Et c'est là où je challenge son truc, c'est que c'est dans une dynamique très longue durée, et je pense que s'il y a une personne aujourd'hui qui pense à ce que tu veux faire, il aura le temps qu'il la mette en œuvre, le monde sera passé à autre chose. Et ça, c'est une réponse super intéressante, parce qu'en général, face à ça, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais il y aura une solution technique, on va y échapper ». Ce qui est un peu pour moi une fuite en disant ah non, ne me parle pas de ça, c'est trop cruel. Je vais aussi je crois que on en avait parlé, mais c'est vrai aussi qu'il faut comprendre que Bitcoin aussi a de la dynamique. C'est-à-dire que le code de Bitcoin évolue, le monde des cryptos autour évolue. Ils vont pas pouvoir agir que sur Bitcoin, il faut agir sur l'ensemble. Et en fait, ce monde est extrêmement fluide, extrêmement innovant. Et en fait, on est déjà en train de, tu vois, des questions bêtes et méchantes. Ils vont gérer le main chain, comment tu gères les Lightning et les autres systèmes qu'il y a par-dessus. Mais en fait, tout ça est extrêmement dynamique. Ça a que 10 ans. Donc, lorsque chaque action extérieure, et c'est là où Bitcoin est antifragile, chaque action de l'extérieur de Bitcoin va faire que Bitcoin va réagir, soit en se transformant, se métamorphosant pour éviter ou pour absorber ce choc. Et généralement, ça le rend plus fort. Chaque fois que c'est une attaque, ça va le rendre plus fort. Et si on
contribue à Bitcoin, on le rend aussi plus fort. Tu vois? Oui, mais donc, après, ce qu'on pourrait se dire, c'est que quand tu as admettons, un couple Bitcoin Lightning qui est assez stabilisé, une fois qu'il est adopté par ces grands États, bah en fait, les gens ont plus intérêt à aller gagner 3 pouillèmes de vie privée sur un réseau alternatif, etc. Enfin, et par contre, c'est pour ça que la piste de la transformation même des États, c'est très intéressant parce que ça consiste pas à trouver une parade pour épargner son amour de la liberté ou son côté cypherpunk, non, c'est mon doudou, mais ça consiste plutôt à dire, bah, si on regarde les choses de façon dynamique, tout se transforme. Et ce qu'on appelle la notion de l'État aujourd'hui, elle est vouée à évoluer, et en général, les évolutions, elles sont faites par la technologie. Ouais. La partie double, ça a révolutionné le commerce, et ça a révolutionné la géopolitique. Donc, mécaniquement, si on introduit cette techno, cette partie triple et toutes les innovations amenées dans Bitcoin, oui, ça finira intégré dans le système politique dominant. Enfin, tu vois, je sais pas ce que ce sera, des États ou autre chose. Et alors, le monde aura évolué, en fait. Voilà. Et toutes les grandes innovations, elles commencent par des outsiders qui viennent dire « Ah, mais regardez, j'ai trouvé ça. » Alors, et au final, ça finira intégré. Alors, je vais pas te dire que non, ça n'arrivera jamais, que Bitcoin ne sera pas... qu'il n'y aura pas des mécanismes de censure qui pourront voir le jour sur Bitcoin. Mais ce que je te dis, c'est que ce ne sera pas du fait des États d'aujourd'hui. Et que si ça se fait peut-être dans le futur, ce sera un nouveau consensus qui sera autre. Et pour le comprendre, il faut qu'on soit à ce moment-là. On peut pas le comprendre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut qu'on crée des principes. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes l'histoire. Moi, j'adore ce qui se passe à Neuchâtel, puisque on est en plein dans l'histoire avec un grand H, où on a les mouvements crypto-anarchistes. Il y a un renouveau des mouvements crypto-anarchistes. Ils ont commencé dans les années 90, et puis là maintenant, grâce à la crypto-économie, il y a un renouveau. Et on est en train de vivre ce que les gens au 19e siècle ou même au 18e siècle ont vécu avec les mouvements anarchistes de l'époque, qui sont les fondateurs de l'économie d'aujourd'hui. Ils ont mis les jalons, ils ont fait un certain nombre d'expériences, d'expérimentations. À la libre entreprise, déjà, c'est un truc. Hein. Non, mais je veux dire, pendant longtemps, la libre entreprise, les seuls qui avaient le droit de faire du commerce, c'était les juifs, et c'était une punition, parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire autre chose. Donc on a dit, bon, allez, on vous laisse le commerce, les mecs. Non, mais... Et puis c'était bien, parce que comme ça, ils rapportaient du pognon, ils étaient obligés de bosser, quoi. Non, mais pour dire à quel point la libre entreprise, ça a transformé absolument, tout, absolument. Nos sociétés. Et aujourd'hui, en fait, mais aussi ces expériences anarchiques, tu peux penser par exemple à des expériences qui ont raté, les phalanxères par exemple, qui étaient... ça a bien raté. Ça a bien raté. Ouais, mais c'était chouette. Mais c'était pas les seuls. Il y avait aussi les premières expériences de cités industrielles où il y avait écoles et tout ça, et qui marchaient bien, parce que dans un désert en France où tout le monde mourait de faim, t'avais une entreprise où t'avais école, hôpital, machin, et les ouvriers avaient de quoi vivre décemment. Donc t'avais des super expériences qui se faisaient, et en fait ce qui est en train de se passer maintenant, c'est qu'il y a des mouvements crypto-anarchistes qui revivent et qui créent des courants de pensée avec des expérimentations autour des DAO, principalement autour des DAO, et qui sont assez fantastiques et qui préjugent un peu le futur, qui préjugent aussi la manière dont les États vont se construire, parce qu'il y a de la philosophie politique derrière aussi. Et c'est pour ça que je trouve ça dur aujourd'hui quand je vois des maxis qui tapent sur les DAO en disant « encore des shitcoins, c'est pas Bitcoin, les DAO, c'est de l'arnaque. » Tu vois, là, ça, moi, c'est très clair. Pour moi, Bitcoin est la première et la plus grosse des DAO. Oui, bien sûr, c'est évident. Donc, t'as pas besoin de taper sur les DAO, en tant que maxi, au contraire. Mais on est dedans. Ce qui est vachement intéressant, c'est que, et j'en discutais avec Didier Darcet sur Grand Angle Echo, parce que on voit que le monde a appartenu aux ingénieurs, aux gens du marketing, aux financiers, puis aujourd'hui, après, c'était les entreprises, les GAFA. Et là, on est dans une époque où ça appartient aux États. C'est les États qui reprennent la dominance sur l'économie en disant « allez, on se fâche avec lui, et puis là, on fait comme ça, et puis là, on met des règles. » Et quand on fait un peu de projection, on discutait, je lui dis tu sais, peut-être qu'après les États, le prochain cycle, ça pourrait être les protocoles décentralisés. Parce qu'en réalité, Bitcoin, c'est un protocole de décentralisation de la valeur native à Internet. Donc, les États ou ce qui passerait dessus pourraient très bien adopter cette base. Il y a Nostr, dont on parle beaucoup, qui est le protocole décentralisé des réseaux sociaux. Et on se dit finalement, les DAO,
les protocoles décentralisés, est-ce que c'est pas une nouvelle forme de consensus social, d'organisation sur la valeur? Oui. Et ça c'est assez cool en fait. Et elle est distribuée, elle est programmable, et donc tu peux reprogrammer n'importe quel choix, c'est-à-dire que tu as un groupe d'amis ou un groupe de collègues ou un groupe de ceci, vous avez envie de faire une gouvernance particulière entre vous, un consensus, ça peut être une dictature, hein, ça peut être je décide tout. Ah oui, j'ai pas dit que c'était bien ou que c'était mal, voilà. Je dis que c'est une évolution technologique. Ça peut être un homme, une voix, ça peut être ce que l'on veut en fait, et on peut programmer sur les mêmes outils cela. Et c'est ça la force, de la même manière que, enfin, c'est la force de cette programmabilité de la DAO qui va faire que on va choisir naturellement, parce que tu as aussi Darwin qui rentre en jeu, hein, parce que Ah bah après, faut secouer, quoi. Faut secouer. Faut casser des trucs. Parce que t'en as, ils vont dire, ah ben nous, pour gérer, je sais pas moi, pour gérer une maison, on pense que ce modèle-là fonctionne. D'autres vont dire non, pour gérer une maison, on pense que ce modèle-là fonctionne. Et puis on verra, il y en a un qui survit, l'autre qui survit pas. Et les gens vont recopier les modèles qui fonctionnent. Et au fur et à mesure, on va se stabiliser finalement dans cette nouvelle société purement numérique, basée sur du consensus numérique aussi, où les gens vont choisir, à mon avis, on aura des niveaux qui seront plus territoriaux. Le territoire va sûrement encore rester pour certains trucs, genre la gestion du sol. Là, on aura toujours un peu du mal, quoi, pour gérer ça. Mais la gestion de l'éducation et de plein d'autres choses n'ont pas besoin d'emprise sur le sol, finalement. Hein. Moi, je t'avais parlé, là, avant qu'on commence, de mon mémoire en DEA en 2004 que j'ai fait sur les logiciels libres en tant que nouvelle trajectoire des systèmes d'information. Et ce que j'avais patouillé, là, gribouillé, c'était qu'il y avait des communautés de besoins. C'est-à-dire, par exemple, quand tu vas inventer la fusée qui réatterrit, bah là, il te faut un entrepreneur. Parce qu'il faut tester des trucs, il faut essayer de dire, mais il est fou, lui, de quoi il parle, qu'est-ce qui se passe. Enfin, c'est parce qu'il faut qu'il soit poussé par le fait. Parce qu'une fusée, ça coûte cher. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a intérêt à ce qu'elle se repose? C'est que la NASA et l'ESA, ils ont des budgets illimités. Ouais. Ils ont le droit de cramer des fusées dans l'espace, c'est OK, parce que c'est de la recherche. Mais quand tu fais du business, tu travailles sur les coûts. Et donc, finalement, ta fusée qui réatterrit, c'est vachement intéressant. Ouais. Mais il faut un mec individuel qui dit, la bonne idée pour faire ça, il faut dessiner le moteur comme ça, et puis voilà, parce que la recette n'existe pas, et puis bon, c'est pas trop faire. Mais par contre, quand on voit des choses comme la monnaie, tout le monde sait qu'on a besoin de monnaie. Donc il y a une vraie communauté de besoins. Ouais. Ou alors faire des prêts et emprunter. C'est un truc, c'est patate quand même. Hein. Je veux dire, c'est pas un degré d'innovation folichon. Donc on peut se dire, une plateforme de besoins. Bah oui, on peut se mettre d'accord sur un protocole de prêt et d'emprunt. Je pense à AV. Et ces communautés de besoins-là, elles sont DAOisables. On peut les imaginer en DAO. Par contre, pour tout ce qui est innovation et disruption des modèles existants, il faut des entrepreneurs qui essayent de défricher ça, et puis il faut qu'il y en ait 9 sur 10 qui se plantent. Ouais. Et à l'époque, en 2004, moi, j'étais persuadé que les logiciels libres allaient percer de ouf, parce que je me suis dit, dans l'informatique, il y a plein de trucs communs. Genre tableur, Word, base de données, machin, il y a plein de... Donc je me disais, Microsoft va devenir une entreprise de logiciels libres à force, parce qu'ils vont comprendre, comme Red Hat à l'époque, que ce qu'on peut vendre, c'est des abonnements, du service, et non pas du soft propriétaire, qui est peu évolutif en réalité, parce qu'ils sont tout seuls avec leurs petits bras, même s'ils ont beaucoup de bras pour le faire évoluer. Alors que s'il y avait toute une commu, s'il y avait eu un Wikipédia de l'OS, un Wikipédia Windows, on aurait un système... un OS qui soit évolutif et ultra puissant comme peut l'être Wikipédia. Et en fait, pas du tout. Les logiciels libres ont été cantonnés dans les serveurs et ils ont été cantonnés à l'état de briques pour Microsoft, Google, etc. Mais peut-être que c'est reculé pour mieux sauter, et peut-être qu'aujourd'hui on va... Ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de faire une dichotomie entre les méchants États et les gentils maxi cypherpunks qui luttent contre la liberté, on va peut-être assister à un monde qui va fusionner toutes ces choses-là. C'est très important. Un nouveau modèle. Ouais, c'est très important pour moi qu'au niveau de la pensée... Après, en réalité, ça reste des gens qui vivent dans la société aujourd'hui, et ils doivent manger et ils doivent se nourrir comme tout le monde. Et il y a certaines choses qu'on doit faire avec la société, tu vois. Et puis moi, je crée des entreprises dans l'ancien monde. Je veux dire, je suis au registre du commerce, je fais pas des purs DAO, tu vois. Donc,
Mais par contre, ce qui est important, c'est d'avoir cette liberté de penser. Et quand tu penses en tant que crypto-anarchiste, en tant qu'anarchiste de manière générale, tu te déconnectes du système de pensée existant. D'accord ? Et en fait, comme tu te déconnectes du système de pensée existant, tu as cette liberté d'imaginer c'est quoi l'utopie avec les technologies que tu as à disposition. Okay. Et alors que si tu penses, alors que si tu dois travailler avec l'existant, tu vas jamais pouvoir innover de la même manière. Mais à un moment donné, tu as des fusions qui se font. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as une invention qui se fait dans l'univers anarchiste et qui prend pas dans ce petit univers anarchiste-là parce que c'est trop petit, mais mélangé avec une adoption ou d'une technologie, peut-être pas forcément comme on a l'impression que c'est. Par exemple, c'est le cas de... Pour moi, le meilleur exemple aujourd'hui, c'est l'USDT. Okay. L'USDT, il vient du monde de Bitcoin qui est profondément anarchiste. Bitcoin est en opposition aux États. On doit créer une monnaie en dehors. On fait la séparation entre l'État et la monnaie, d'accord ? Et Bitcoin a un certain nombre d'utilisateurs. Mais l'USDT aujourd'hui transcende ça, mais grâce finalement à Bitcoin et grâce à des besoins que les gens ont, mais c'est pas une rupture complète puisqu'en fait on prend une monnaie fiat qui est quand même backée par un État et on la reprogramme, on la met dans une boîte et puis ça magique de façon magique sur un réseau blockchain ça fonctionne, tu vois. Personne ne sait comment ça fonctionne, mais c'est vachement utile pour beaucoup de gens dans le monde. Alors le jour où ça pète, ça va être vraiment horrible, mais c'est intéressant parce que ça ouvre ce genre d'innovation et d'adoption et de mouvements sociaux qui se passent, qui sont très intéressants. Et donc, en fait, ces petits groupes d'anarchistes et de crypto-anarchistes aujourd'hui, ils sont super utiles parce que c'est eux qui permettent de réfléchir aux dynamiques du futur. Et on en a besoin parce que des fois, il faut casser des choses. Il faut arriver à dire, voilà, telle règle sociale, elle est tellement inadaptée en fait au monde d'aujourd'hui. Une loi, comment elle est écrite, elle est tellement inadaptée. On va faire comme si elle n'existait pas et on imagine le monde. Et on réimagine le monde comme ça. C'est ce qu'a fait Bitcoin. Hein. Et parce qu'en réalité, Bitcoin, créer sa monnaie, c'était faire bottone. Hein. Et donc c'est pour ça c'était interdit. Et puis finalement, Bitcoin est apparu. Ouais. Et je dis souvent, Bitcoin, c'est la petite balle qui a fait un trou dans le mur de la souveraineté monétaire des États. Et maintenant, tout le monde crée ses coins. Non, mais même le fait que les banques aujourd'hui... Hayek a été ressuscité par Bitcoin. Regarde aujourd'hui, c'est quoi la valeur principale que les banques ont en termes de crypto-actifs ? C'est le Bitcoin. Ils ont, je veux dire, tu regardes les chiffres d'avoir auprès des banques. Ils ont fait une étude parce que la BIS elle a demandé à toutes les banques dans le monde en disant qu'est-ce que vous avez comme crypto-actifs ? Ils sont arrivés, je veux dire, c'était plus de la moitié, 60%, je crois que c'était du Bitcoin. Et des quantités astronomiques de Bitcoin qui sont stockées par les banques. Alors, c'est pas partout, hein, c'est aux États-Unis, en Suisse, dans des banques qui se sont déjà un peu ouvertes à ça. Mais donc, aujourd'hui, tu as cet outil qui est profondément anarchiste, tu vois, et qui vient se mêler et qui a été déjà adopté, en fait, par le système bancaire. En réalité, l'adoption, elle est déjà faite par le système bancaire. Là, on l'a réalité. Maintenant, il faut number goes up maintenant. On est plus dans un combat d'arrière-garde, en fait, ceux qui sont contre, tu vois, ou qui croient que c'est pas, mais en réalité, c'est déjà adopté. Voilà. Donc, et je trouve que cette relation entre l'anarchisme et les mouvements, la manière dont la société, les règles de la société qu'on pense être acceptables par tout le monde, et on pense que c'est pas du tout des règles anarchiste, pardon. J'ai fait un lapsus. Mais c'est assez génial. Et donc, en fait, les États, les sociétés, les structures de demain, ce seront sûrement des DAO. Ou alors, je pense, par exemple, imagine un État, enfin la Suisse, qui est un État encore très construit sur les communes, les cantons et puis le fédéral. On pourrait très bien imaginer que ce soit un énorme multisig. Chacun a son wallet. Ouais, c'est ça, chacun a son wallet. Tu vas à la commune, tu fais partie du multisig. Et donc, quand tu votes, et puis tu as un threshold de, je sais pas moi, 20% pour 30%, un quorum pour exécuter une transaction.
Et en fait, l'argent de la commune, il est dans le multisig. Et en fait, il faut les gens ensemble pour sortir l'argent. Et en fait, quand tu prends les multisigs de toutes les communes ensemble, ça fait le multisig du canton. Donc toi, automatiquement, quand tu es dans ta commune, tu peux voter au canton et tu peux exécuter des transactions sur les cantons. Et puis après, tu peux donner à certaines personnes dans le canton, tu donnes une sorte de procuration. Lui, il a le droit de payer avec moins de signatures. Enfin, tu peux créer des schémas de cryptographie qui sont maintenant très évolués grâce à Schnorr. Et donc, et puis après, tous les cantons se retrouvent au niveau fédéral. Et donc là, en fait, moi, je pense même que le vote électronique, il apparaîtra en fait par l'adoption d'un multisig gigantesque, et il n'y a plus de fraude. Et puis et puis il y aura des mécanismes pour garantir l'anonymat du vote. Et puis si tu bouges de commune, bah, c'est pas grave, on rechange le multisig à un endroit, tu vas à un autre, et puis voilà. Et je pense que ce multisig là, il sera géré par des vrais gens, c'est-à-dire que tu devras aller à la mairie physiquement, rencontrer comme tu fais en Suisse toujours maintenant, tu vas t'enregistrer à l'habitant au service de l'habitant. Une fois pour t'enregistrer. Une fois, tu montres, voilà, exactement. Ouais. Non, c'est bien moi qui suis moi, voilà. Et là, ceci est ma clé. Et voilà. Alors, tu vois, le fait d'arriver à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, chaque personne a la garantie que sa relation avec ce multisig est garantie. Enfin, et à la fois, ils ont une éducation, à la fois, il y a de la récupération sociale de clés qui est possible. Je sais pas à quoi elle va ressembler, hein. Mais en gros, si une assurance contre les accidents de bateau. Voilà, exactement. Non, mais voilà, mais c'est vrai, c'est des choses simples comme ça qui doivent pas juste exister techniquement, mais qui doivent être absorbées, adoptées par la société de manière fondamentale pour que ce soit aussi bête que tu l'apprennes à l'école et tu l'apprennes une fois et puis les gens pensent que c'est logique et puis voilà, c'est la manière de faire, tu vois. Donc finalement, un État qui a passé tout ça, toute cette transformation-là, c'est un État qui sera fait de gens qui seront éduqués avec les cryptos et qui pourront peut-être penser à prendre le contrôle de Bitcoin, mais ce jour-là, est-ce qu'ils voudront le faire réellement ou ils préféreront utiliser Bitcoin comme source de confiance ultime, baquée sur toute l'énergie de la planète? Peut-être que ça aura tellement de valeur que finalement, ils y toucheront pas. Et ben, merci beaucoup, Alexis. Merci à toi. Un plaisir.